à toutes et à tous, c'est Émilie. Quelle joie pour moi de retrouver assez de voix à temps pour cette newsletter et l'intro aussi, car c'était mon tour de la faire. Alors, quelques infos pratiques avant de vous dévoiler le programme de cette édition. Tout d'abord, la masterclass du 4 juin dernier sur comment désaméricaniser ces outils numériques a été un super moment et le compte-rendu a été partagé avec les abonnés ANM. Alors, on a eu plusieurs demandes en dehors de la communauté pour l'avoir. Et comme on sait que ça représente des heures et des heures de recherche et de vérification, on est bien placé pour le savoir, on a décidé de vous épargner ça et de vous proposer la liste complète des alternatives NIR, donc numériques, européennes, autonomes et responsables, pour la modique somme de 7 €. Alors, concernant la formation, mettre en place une stratégie direct to fan anti-dispersion et anti-panique, le tarif continue, comme annoncé au départ, d'augmenter par palier pour atteindre son prix définitif en juillet de l'année prochaine, 2027. Alors, il est actuellement le tarif à 100 €, passera à 197 € le 1er juillet prochain. Je rappelle, il y a 39-40 vidéos, voilà, plein de ressources et d'outils et d'exercices à faire. Mais la formation reste à 39 € pour les abonnés de la communauté ANM, dont je vous remets le lien bien sûr. Je dis ça, je dis rien. Et enfin, troisième info, notre prochain live mensuel de la communauté aura lieu vendredi 26 juin à midi, heure de Paris. Donc, place maintenant au programme. Mon édito s'appelle le bingo du circuit. Je vais pas dire plus parce qu'en fait, il est si court et si percutant, mais sans faire de mal, que je vous laisse le découvrir. Les tips de Clara s'appellent C'est la fin des réseaux sociaux gratuits. Le billet de Suzanne, tape fort et juste, s'appelle Braqué par l'IA, lâché par le parti présidentiel, le droit d'auteur sacrifié sur l'autel des bonnes relations avec la tech. Et enfin, entendu en live avec cette phrase « Je ne veux pas passer pour opportuniste ». Je vous laisse en bonne compagnie, bonne lecture et ou bonne écoute. Bonjour, c'est Émilie et cet édito s'appelle le bingo du circuit. Alors je vais faire court et droit au but ce mois-ci parce que tout le monde est dans le rush et que je veux être particulièrement utile dans la minute 30 que vous prendra la lecture ou l'écoute de cet édito. Alors le bingo du circuit, c'est à la fois un conseil, une checklist, une astuce, un hack malin et un état d'esprit pour les artistes et leur entourage. C'est une approche stratégique surtout et il est pour toutes les personnes qui se mettent la pression pour être vues, entendues, découvertes par les fans autant que la profession. Loin des chiffres et de la technologie, loin des postures attendues et des injonctions contradictoires de l'industrie, car une vérité demeure, chaque scène a ses relais clés. Artistes, managers, tremplin, salle de concert, label, éditeur, éditrice, booker, bookeuse, attaché de presse, journalistes, médias, lieux et personnes ressources constituent ensemble le maillage sous-jacent du circuit professionnel naturel de chaque artiste. Il faut donc identifier le circuit qui correspond à son genre musical et son stade de développement et en lister les relais clés. Puis, en faire le bingo, ce jeu de cases à cocher dont la première personne à finir sa feuille a gagné. Parce qu'une fois que l'artiste coche toutes les cases qui comptent sur son bingo professionnel, ça rassure les pros et met l'artiste devant les personnes les plus à même d'apprécier son projet. Voilà, c'est tout. Bon bingo! Alors le bingo du circuit, je le pratique tous les jours, mais ce n'est pas le seul ressort des stratégies qu'on met en place au quotidien, aussi bien pour les artistes du label que les personnes qu'on forme. Donc en ressources complémentaires, si ça vous intéresse d'aller plus loin, de savoir utiliser le carré EPNM par exemple, ou la stratégie du démineur, entre autres outils méthodologiques que j'ai pu développer au fil du temps, comme le bingo du circuit, vous pouvez au choix relire mon livre L'artiste, le numérique et la musique aux éditions du CNM. Vous formez avec moi en stratégie numérique pour une sortie d'EP d'album. La prochaine session aura lieu du 27 octobre au 18 décembre 2026. Et enfin, sinon, découvrir le nouveau format artiste et label services qu'on lance en avant-première ici pour vos publics pour accompagner les artistes dans la mise en place de leur stratégie direct to fan et de sortie d'EP d'album et leur faire bénéficier de plus de 20 ans d'expertise et d'expérience label. À très vite! Les tips de Clara. Clara, c'est moi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fin des réseaux sociaux gratuits. Meta n'est plus gratuit, c'est officiel. Les réseaux sociaux sont réellement devenus payants.
Meta vient de lancer un abonnement optionnel pour Instagram, WhatsApp et Facebook, dans plusieurs pays. La France arrive bientôt. Pour 3,99 $ par mois, cet abonnement disponible à tous les utilisateuristes a été conçu pour vous offrir encore plus du meilleur Instagram, Facebook ou WhatsApp avec, je cite, des fonctionnalités exclusives pour vous aider à vous exprimer, à enrichir vos échanges avec vos amis et à personnaliser votre expérience. Rien que ça. Ce concept, pour l'instant, sur Instagram par exemple, c'est qu'on pourra, grâce à cet abonnement, prolonger la durée de vie d'une story de 24 à 48 heures, réagir à une story avec une super réaction, consulter le nombre de fois qu'une story a été revisionnée, etc. Et plein d'autres fonctionnalités amusantes seront ajoutées dans le futur. Lol. Ce nouvel abonnement a été pensé pour le grand public et non pour les structures, marques ou artistes qui utilisent ces outils comme des outils de communication. Car ce qu'ils promettent, c'est un nouveau moyen de s'exprimer et de se connecter. Je roule les yeux. Les utilisateurs aussi, si on lit les commentaires du post Instagram d'annonce d'Adam Mosseri, son patron. Néanmoins, cette myriade de plus a pour objectif, à terme, d'être intégrée sur le chapeau Meta One, avec des abonnements pour le grand public, mais aussi pour les pros. Des tests sont en cours, avec un abonnement pour des fonctionnalités premium de Meta AI, mais aussi pour les pros qui veulent augmenter leur présence, améliorer les contenus, automatiser des tâches ou protéger leur marque. Je cite directement Naomi Gleit, Head of Product de chez Meta, car on est d'accord que tout ceci est très langue de bois. Ces nouveautés ne remplacent pas Meta Verified, leur abonnement déployé il y a 3 ans, qui permet notamment d'avoir la fameuse coche bleue, le profil vérifié, et des fonctionnalités comme la protection contre l'usurpation d'identité, une assistance améliorée et, ouah, incroyable, l'ajout d'images sur des liens dans la bio. Le forfait le moins cher est de 16,99 € par mois, par profil. Mais si vous souhaitez augmenter votre visibilité dans la recommandation, cela vous coûtera minimum 54,99 € par mois. Pour quels résultats concrètement ? L'info n'est pas donnée. Entre l'existant et ces annonces, à aucun moment la garantie de toucher tous les followers d'un compte ou de toucher de nouvelles personnes n'est avancée. Pour ça, il reste la publicité. Et cela fait déjà 10 ans qu'il est devenu obligatoire pour les comptes pro ou les pages de payer encore et encore pour avoir de la visibilité. Meta reste Meta, son objectif premier reste des revenus en croissance. Et pourtant, les réseaux sociaux se sont bâtis sur une promesse de gratuité. Ils l'ont été. Pendant très longtemps, Facebook affichait sur sa page d'accueil que c'était un outil gratuit. Ce n'est plus le cas, même pour les utilisateurs lambda. Les réseaux sociaux n'ont en fait jamais été gratuits. Il y a plus de 10 ans, je rendais mon mémoire de fin d'études sobrement intitulé « De la gratuité sur Internet ». Apparemment, j'ai des marottes. Je m'intéressais alors à Google, emblématique du « si c'est gratuit, c'est toi le produit ». Et mon hypothèse de base, c'était que justement, rien n'était gratuit. There is no such thing as free lunch. Il n'y a rien qui existe comme un repas gratuit, disait déjà Milton Friedman, un économiste américain, en 1975, insinuant que la gratuité dans un modèle économique supposait automatiquement un paiement déguisé. Le coût des réseaux sociaux a toujours été invisible, mais jamais nul. Gratuité monétaire, oui, mais contre des données personnelles hyper précieuses pour les annonceurs et les gouvernements. Gratuité monétaire, oui, mais du temps d'attention et de captivité revendu très chèrement. Et le changement de gratuit à payant est arrivé en fait très vite. L'appât du gain des créateurs de ces outils est inexorable, particulièrement dans un monde et un pays qui ne jure que par la croissance, la performance et la course au dollar. Et peu importe si cela creuse les inégalités entre les personnes qui utilisent ces outils, peu importe si cela vient fausser le jeu de la visibilité entre celles qui peuvent payer et celles qui ne peuvent pas. Le gros changement, c'est que désormais, les réseaux et plateformes disent clairement qu'elles ne sont plus gratuites. Que le sort puisse nous être favorable dans ces espaces capitalistes. Alors on fait quoi ? On craque pour une promesse de peut-être un peu de visibilité ou on arrête d'être sur ces outils ? Pour nuancer, tant qu'ils seront utiles à la fois pour une visibilité à minima auprès des professionnels de la musique et du grand public, on reste. Mais on relativise. Une carrière ne se fait pas grâce à Instagram. Et on investit des outils qui nous appartiennent. Tant qu'à payer, autant que ce soit un contrat légitime entre deux parties et pas un backchick sans garantie. Bonjour, c'est Suzanne qui vous parle.
Le billet de ce mois de juin, je l'ai intitulé Braqué par l'IA, lâché par le parti présidentiel. Le droit d'auteur sacrifié sur l'autel des bonnes relations avec la tech. Ben oui, il y a des jours où l'incompréhension cède le pas à la colère. Le 11 juin 2026 est l'un de ces jours. Ce jour-là, la proposition de loi d'Arcos, un texte très attendu, soutenu par le Sénat, la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée, l'ensemble du monde de la culture et de la presse. Ce texte n'a pas pu être examiné à l'Assemblée nationale. Non pas parce qu'elle était mal ficelée, la proposition, mais parce que le groupe Ensemble pour la République, présidé par Gabriel Attal, a déposé plus de 110 amendements sur un texte composé d'un seul article. Il a donc paralysé délibérément les débats. C'est une obstruction assumée, organisée, à nos dépens. De quoi parle-t-on ? Les modèles d'IA générative ont besoin pour fonctionner de quantités gigantesques de données. Pour les collecter, les fournisseurs d'IA ont recours au moissonnage massif de contenus accessibles en ligne. Nos chansons, nos textes, nos enregistrements y compris, sans accord, sans contrepartie. Le problème, c'est que personne ne peut aujourd'hui prouver que ces œuvres ont été utilisées. Les modèles d'IA sont des boîtes noires, et c'est à l'artiste de rapporter une preuve que seuls les fournisseurs d'IA détiennent. David contre Goliath sans la fronde. La PPL d'Arcos propose une solution simple, instaurer une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fabricants d'IA, pour aider les ayants droit à négocier avec OpenAI, Google, Meta, Anthropic, Mistral. Une rémunération en échange de l'utilisation de leurs œuvres pour entraîner leurs modèles. Ce texte ne crée pas de nouveaux droits, il donne enfin aux artistes les moyens de faire valoir un droit qu'ils ont déjà. C'était un texte exemplaire qui a été sabordé en beauté, validé par le Conseil d'État, voté à l'unanimité par le Sénat le 8 avril, adopté en commission à l'Assemblée le 2 juin, la PPL d'Arcos rassemblait des forces politiques très diverses. Un consensus rare, qui ne se fabrique pas, qui se mérite, parce qu'il s'agit de bon sens. Son inscription en toute fin d'ordre du jour, puis un dépôt massif de 110 amendements par le parti présidentiel, ont rendu son examen impossible. Un nouvel examen à l'Assemblée peut être envisagé, mais pas avant la fin de l'année. Pendant ce temps, les modèles continuent à se déployer, les corpus s'enrichissent, la valeur se crée, mais ailleurs, sans nous, sur notre dos. C'est vraiment un argument indigne et une filiation qui donne le vertige, parce que sur LinkedIn, plusieurs élus d'Ensemble pour la République ont ressorti un argument qui mérite qu'on s'y arrête. La PPL d'Arcos placerait le patron de Mistral plus maltraité par la loi qu'un criminel, lui qui serait présumé coupable, alors que tout prévenu bénéficie de la présomption d'innocence. Honnêtement, quand j'ai lu ces arguments, j'ai cru avoir affaire à des députés du Rassemblement national. Eh bien non, c'était des députés du parti présidentiel. L'argument confond sciemment droit pénal et droit civil de la preuve. La présomption d'utilisation ne sanctionne rien. Elle dit juste que celui qui détient les données doit pouvoir en rendre compte et respecter une loi déjà en vigueur, celle du droit d'auteur. Mais surtout, s'inquiéter du sort juridique d'un patron de start-up valorisé à plusieurs milliards, au moment où l'on parle de la rémunération de centaines de milliers d'auteurs, en dit long quand même sur les priorités de ce parti. Et puis, il y a ce détail qu'une grande compositrice, Béatrice Thirier, a relevé avec justesse cette semaine sur LinkedIn. Gabriel Attal n'est autre que le fils de Yves Attal, avocat et producteur de cinéma français, qui a notamment produit Talons aiguilles, Talmodova, Beauté volée de Bertolucci ou Le monstre de Benigni. Ce sont des œuvres qui ont fait rayonner le cinéma d'auteur. Que le fils de cet homme préside aujourd'hui le groupe qui vient de sacrifier au nom de la compétitivité un texte protégeant ceux qui font vivre cette même création, ce n'est pas qu'une incohérence politique, c'est pour beaucoup d'entre nous une trahison presque intime. La question qui brûle les lèvres. La SACD a posé la question que beaucoup n'osent pas formuler. Faut-il comprendre que Gabriel Attal et ses amis ont résolument pris fait et cause pour les géants américains de la tech, qui seront les premiers bénéficiaires d'un statu quo au détriment des créateurs français? Eh bien, je la pose à mon tour. Gabriel Attal est candidat à l'élection présidentielle de 2027. Il dirige un groupe qui prétend incarner la modernité, l'innovation, la compétitivité française. Mais quelle compétitivité, au juste? Celle qui consiste à livrer notre patrimoine culturel aux appétits des grandes plateformes, sans qu'elles aient à rendre le moindre compte? Ce n'est pas de la modernité,
c'est de l'abandon. Et le président de la République, lui, qui se veut le garant de l'exception culturelle française, en laissant déposer ses 110 amendements, le gouvernement a choisi l'obstruction et réduit à néant les chances de ce texte d'être discuté et adopté dans les temps. Emmanuel Macron, qui a fait de la culture un marqueur de son quinquennat, regarde ses troupes parlementaires enterrer un texte qui protège les auteurs et les journalistes français contre le pillage numérique. Aujourd'hui est un jour de deuil, celui où les députés d'EPR et son président Gabriel Attal ont décidé d'enterrer la culture de la presse et la culture et la presse au profit de l'IA. Ce mot de deuil, je le partage. Je le partage très profondément. Ce que nous devons faire maintenant, parce que le combat n'est pas terminé. Ce texte peut revenir en discussion. Mais chaque mois perdu est un mois de pillage non contraint, un mois où les rapports de force s'installent durablement en défaveur des créateurs. À tous ceux qui liront ces lignes, à toutes celles qui liront ces lignes, artistes, compositeurs, compositrices, interprètes, éditeurs, éditrices, producteurs, productrices, ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale vous concerne directement. Il ne s'agit pas d'un débat technique entre juristes, il s'agit de savoir si votre travail a une valeur que la loi est prête à reconnaître et à défendre. Apparemment, pour certains, pour certaines, la réponse est non. Nous devons donc leur faire comprendre qu'ils se trompent ou qu'elles se trompent. Entendu en live, je ne veux pas passer pour opportuniste. Lors d'un récent live avec les abonnés A&M, on parlait de direct to fan et des différentes manières de créer des liens avec son public et développer son projet. Lorsqu'une personne a parlé de sa difficulté à solliciter ses fans et dit « Je pense souvent à le faire mais je n'ose pas, je ne veux pas passer pour opportuniste ». Alors le mot opportuniste a beaucoup résonné chez tout le monde et il est assez négativement connoté, mais ce n'est pas surprenant car on dit aux artistes de constamment vendre leur projet aux fans, like, commente, stream, partage, achète. Et on leur demande aussi de savoir se vendre auprès des pros. Donc c'est un cycle de vente infini, déjà évoqué d'ailleurs dans l'édito « Changeons notre fan-attitude ». Donc plutôt que de culpabiliser pour quelque chose de si intériorisé à grande échelle qu'on n'y peut pas grand-chose, autant se recentrer sur ce qui compte vraiment, créer une relation sincère, humaine, à plus petite échelle et durable avec ses fans, sans pression ni piédestal. Merci d'avoir écouté cet épisode, on se retrouve le 1er du mois prochain. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire 5 étoiles, vous aiderez toujours plus d'artistes à découvrir ce podcast et développer leur carrière. À très vite. Free audio post-production by alphonic.com.